Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir une nouvelle fois en confinement et donc à distance pour ce quatrième numéro déjà des Zooms. Nous allons bien sûr faire l'actualité et faire le tour de l'actualité du football belge. Les stades sont toujours vides et le seront sans doute encore pour un petit bout de temps, mais l'actualité est néanmoins riche. Et pour faire le tour de la question, je vais d'abord faire le tour des écrans en commençant par Philippe Errand, toujours fidèle au poste. Bonjour Philippe, tout va bien? Tout va bien, Serge, toujours avec plaisir. Bonjour tout le monde. Plaisir partagé. Frédéric Wassège, toujours présent aussi. Une petite info importante, Frédéric. Les salons de coiffure risquent de réouvrir le 18 mai. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Serge, s'il vous plaît, ne m'emmenez pas sur ce terrain-là. Ok, Il ben je vous emmène sur un autre. n'y a Alors, aucune bonjour. différence avec avant, quoi. Ça reste n'importe quoi. Voilà, je suis cohérent, moi, au moins. Non, mais c'était une info tout à fait générale. Et puis, on a le plaisir d'accueillir un autre Philippe. Philippe Damand, on a plutôt l'habitude de le voir sur les plateaux de l'Europe des 11, mais j'ai entendu dire que c'est un grand fan du football belge, le premier, mais aussi le dernier titre du RWDM en 1975. Bonjour Philippe. Je fais partie des jeunes, c'est pour ça. Bonjour à tous. Moi, j'attends avec impatience le prof. Eh bien voilà, ok, l'info est passée. On va commencer bien sûr cette émission par l'info principale de cette semaine. Le Conseil national de sécurité a enfin parlé du sport de compétition, pas spécifiquement du football, mais c'est une info importante puisque il n'y aura pas de compétition avant le 31 juillet. Est-ce donc la fin de notre championnat version 2019-2020? Est-ce que ça va être une formalité maintenant lors de l'Assemblée générale de la Pro League le 15 mai prochain? Qui veut commencer? Voilà, Philippe. Pas tous en même temps. Évidemment, puisqu'il est Oui, oui, d'accord, je vais commencer. Bah, c'est une décision politique, donc c'est quelque chose qu'on attendait. Maintenant, c'est un petit peu particulier parce qu'à la différence de la France, on n'a pas explicitement dit dans la voix, le discours du Premier ministre que le championnat était terminé, ce qui a provoqué des réactions d'ailleurs du côté français. Mais enfin, on peut penser qu'avec une date du 31 juillet, ça va être très très compliqué malgré tout de trouver des solutions pour pouvoir encore le continuer éventuellement au mois d'août. Il ne peut pas y avoir d'autres solutions que celle-là. Donc, je pense que la seule option maintenant pour l'AG, c'est d'entériner cette décision. Maintenant, est-ce que tout le monde va être d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui visiblement commencent déjà à s'exprimer. Je pense que ça va quand même encore être très tendu, cette AG. En tout cas, la Pro League maintenant est couverte. En arrêtant le championnat, ils ne devront pas. En tout cas, ils sont protégés par rapport aux ayants droit. Mais cet AG risque quand même d'être un petit peu bousculé. Il y a eu notamment cet article, cette longue interview de Luciano Donofrio qui n'a pas l'habitude de parler aux médias et qui a jeté une véritable grenade en disant que c'était presque une hérésie et qu'il y avait un véritable hold-up qui allait être réalisé sur le championnat. Donc, c'est un petit peu lié aussi au fait que l'Assemblée générale a été reportée au 15 mai. Moi, j'ai peut-être encore une précision, Serge, à dire par rapport aux ayants droit, comme tu dis. J'ai quand même l'impression, peut-être, mais qu'il va y avoir discussion entre avocats, arguments juridiques, parce qu'effectivement, est-ce que la Première ministre n'a pas affirmé ou acté la fin de la saison? Donc, ça doit être la Pro League qui doit le faire. avec la Pro League, mais alors, est-ce que la question d'urgence va être retenue? Je pense qu'il y aura quand même matière à débat au niveau juridique de ce point de vue-là. Et pour en revenir à Luciano Donofrio, bon, il n'a jamais dit qu'il fallait absolument jouer en dépit des règles sanitaires et envers et contre tout, mais la seule chose qu'il a dit dans cet article, c'est vrai qu'il a fait un petit peu l'effet d'une bombe, c'est qu'il remet complètement en cause la manière de fonctionner de la Ligue. Lui ne fait pas partie du CA de la Ligue et il a souligné certains manquements selon lui, et notamment la position, encore une fois, qui est assez inconfortable de Mehdi Bayat, qui est à la fois le patron de Charleroi et le président de la Pro League. Donc, bon, il y a à boire et à manger, mais ces arguments, ils tiennent quand même aussi un petit peu la route. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, en tout Oui, cas, on peut remarquer, Frédéric, et je vais vous laisser répondre, il n'y a pas d'union sacrée. Hein. Les conditions sont très compliquées, on vit une situation inédite, mais il n'y a pas d'union sacrée. Et donc, il va falloir encore régler tout cela le 15 mai. On reviendra aussi, bien sûr, sur les décisions dans quelques instants de la Cour d'arbitrage, mais même si le Conseil national de sécurité a dit qu'il n'y a pas de compétition jusqu'au 31 juillet, on a l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à régler. ça c'est un fait, mais bon,
Puisqu'on ne peut pas jouer jusqu'au 31 juillet, je ne vois pas comment on pourrait terminer cette saison-ci en préparant la suivante. Ça me paraît au niveau des agendas complètement impossible. Et donc voilà, en fait le problème c'est que ces dirigeants du football belge, vous l'avez dit, il y a le président qui est à la fois ils sont tous présidents d'un club ou dans un club et en fait donc la semaine ils sont présidents de club et le week-end ils doivent prendre des décisions qui influencent leur club mais en étant avec une autre casquette, donc ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas qu'en Belgique que c'est comme ça. Mais vous parliez d'union sacrée. L'union sacrée, elle se résume aux intérêts financiers de chacun et sportifs peut-être. Donc voilà, si les intérêts de 3 clubs est commun, ils vont s'associer, puis 2 semaines après, ils vont s'associer avec des autres si c'est un autre intérêt. Donc voilà, le seul intérêt, c'est leur propre caisse, leur propre club, j'ai envie de dire. Donc c'est pas très sain, quoi. Mais ça, c'est pas cette situation exceptionnelle qui nous l'a révélé. On le sait depuis toujours que tant que ce sera comme ça, il y aura des polémiques et il y en a un dirigeant de club de l'Antwerp, en l'occurrence, qui n'a plus la main. Ce sont des autres qui ont pris la main au niveau des instances, des décideurs. Donc forcément, ils se rebellent un peu contre ça. Mais il est évident qu'ils se sont mis eux-mêmes dans la difficulté en annonçant 1 mois ou 3 semaines avant tout le monde que le championnat était fini, parce que ça arrangeait bien certains dirigeants de clubs, puisque ça les favorisait indéniablement. Maintenant, ils l'ont peut-être fait, on peut rêver pour la santé de notre population et tout ça. Bon, évidemment, on n'en croit rien. Mais voilà, il faut prendre des décisions et c'est vrai que ceux qui ont le pouvoir, forcément, ils vont s'en servir. Et vu le timing de l'interview de Luciano Donofrio, il défend aussi évidemment d'abord les intérêts de son club. Et il y a peut-être une petite ouverture. On parle maintenant d'une éventuelle finale de Coupe de Belgique, si elle peut être organisée. C'est quand même aussi, même sans public, un match à haut risque entre Bruges et entre l'Antwerp. Est-ce que ce sera à Bruxelles début août? On a laissé quand même une petite fenêtre ouverte pour contenter aussi l'Antwerp. Mais peut-être qu'on va lui laisser ça, comme ça, voilà, il aura, le championnat s'arrête certes, mais il y aura cette finale de coupe. C'est vrai que c'est compliqué, surtout que ça se joue sur terrain neutre, ça ne concerne même pas une ville des clubs concernés. Normalement, c'est Bruxelles, je pense que ça doit se jouer. Donc, ce serait le bourgmestre de Bruxelles qui devrait prendre ça en charge. Ça fait quand même beaucoup de complications. Cela dit, c'est vrai qu'il y a une fenêtre de 3 jours entre le 31 et les attributions des places européennes par l'UEFA. Ça pourrait se faire. Pourquoi pas? Ce serait. Est-ce que ça ne pourrait pas être aussi un petit test à grandeur nature pour tout ce qui pourrait arriver dans les matchs du championnat prochain, c'est-à-dire à huis clos? Ça pourrait peut-être être intéressant et ça donnerait. Vous savez, la finale de coupe, c'est en un match. Ça n'a rien à voir à rattraper, je ne sais pas, 40 ou 50 matchs. Donc voilà, ce serait peut-être intéressant. Mais là, il faudrait vraiment avoir des directives et des décisions fermes, claires, définitives, cahiers des charges précis. Voilà, j'ai pas vraiment l'impression qu'on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus au niveau que ce soit de la Ligue ou de la Fédération. Quand on voit ce qui se passe en Allemagne, il y a un document de 51 pages qui a été envoyé à tout le monde, des normes strictes et à respecter. Donc voilà, si tout est clair, pourquoi pas la jouer? Et à notre connaissance, il n'y a jamais, à notre connaissance, vraiment, il n'y a jamais eu de véritable plan ni de protocole de redémarrage chez nous en Belgique. Mais non, puisqu'il y a 1 mois, ils ont décidé que ça s'arrêtait. Non, oui. Voilà. Pour revenir sur ce que disait Fred aussi par rapport à l'unité, dans cette situation particulièrement exceptionnelle qu'on vit, on aurait pu s'attendre, ce n'est pas vrai que pour le football, c'est vrai pour tous les sports et ce n'est pas vrai que pour la Belgique, c'est vrai pour beaucoup de pays, on aurait pu s'attendre à ce que le milieu du sport, et particulièrement les fédérations ou les ligues professionnelles, décident collectivement de quelque chose qui s'applique à tout le monde dans l'intérêt du sport, justement. Or, ce qu'il apparaît, et l'interview de Donofrio me semble être vraiment le symbole de ça, c'est que la seule chose qui sort de cette crise, ce sont des égos et des questions financières. Le sport va très très loin derrière tout ça, à mon sens, et je trouve ça extrêmement décevant en fait, pour le milieu du sport. Je trouve que c'est très très dommage qu'on n'ait pas saisi cette opportunité de crise pour montrer un autre visage. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui l'ont déjà dit dans la presse qu'il faudrait changer les choses, mais visiblement on n'a pas envie de changer les choses parce qu'il y a trop d'intérêts particuliers dans chaque club et on ne parle pas de sport, on ne parle que d'argent finalement. C'est ce dont on a parlé la semaine dernière, hein, Serge. Oui, effectivement. Ce n'est pas donné à tout le monde de s'élever au-dessus de soi-même pour servir l'intérêt général.
voilà, on voit bien ce qui se passe dans le football, et il n'y a pas qu'en Belgique, hein, je veux dire, au niveau mondial. Et voilà, malheureusement, il y a beaucoup d'intérêts hors sportif qui passent avant le sportif, quoi. Voilà, c'est à l'image du monde tel qu'il est. C'est bien dommage, mais Philippe a raison de signaler que ça aurait été une belle occasion de donner un exemple. Mais on a vraiment l'impression que ce football a été kidnappé par le monde. C'est bien dommage parce que pendant bien longtemps, le sport a toujours été une petite bulle de fraîcheur dans le monde en général. En tout cas, il y aura beaucoup de travail pour l'Assemblée générale du 15 mai. Il faudra d'abord avoir 80% des voix pour figer le classement et donc attribuer les places. D'abord donner le titre évidemment à Bruges. Il faudra aussi régler le cas de la prochaine saison en D1. Est-ce que ce sera 16, 18, 20 clubs avec ou sans play-off? Donc il va encore se passer énormément de choses. Donner le titre à Bruges, c'est ce qu'il y a de plus facile, hein, parce que je pense que personne ne conteste qu'ils auraient été champions. Voilà, effectivement. Bon, bien, affaire à suivre. On a encore évidemment l'occasion d'en parler. L'autre sujet brûlant de cette semaine, c'est évidemment le passage pour pas mal de clubs. Ils étaient 7 au départ. Il y en a un qui a fait faillite, Lokeren. Il en restait encore 6, dont 3 clubs de D1A. Passage devant la cour d'arbitrage belge du sport pour obtenir la licence. Alors, on sait qu'Ostende est passé lundi, le Standard mardi, Maucron c'était hier. À l'heure où on enregistre cette émission, on n'a qu'une seule info, une seule réponse, c'est la licence finalement octroyée au Standard. Et on va dire que c'est un gros ouf de soulagement, messieurs. C'est un ouf de soulagement pour les supporters. Je pense que même pour nous, spectateurs neutres, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on peut difficilement imaginer quand même un championnat sans l'équipe du Standard qui est quand même une des locomotives de notre compétition. Maintenant, ça a quand même été assez compliqué et ça illustre les difficultés financières quand même dans lesquelles le Standard se retrouve à l'heure actuelle. Donc c'est quand même un petit peu inquiétant. Ils sont passés. Apparemment hier, ça s'est passé comme une lettre à la poste, mais il y a quand même, je pense, des leçons à tirer du côté du Standard pour éviter ce genre de situation. C'est la première fois, je pense, qu'une équipe du G5 se retrouve dans de telles difficultés par rapport à la licence. On peut dire que c'était évidemment un gros avertissement pour le Standard. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on sait qu'il y avait des petits soucis sur le paiement des primes de transfert, que c'était rentré un petit peu trop tard pour être accepté par la commission des licences. Mais il y a aussi ce projet immobilier, le rachat du stade par Bruno Venanzi avec quelques associés. Et on a entendu le nom de 2 joueurs, Axel Witsel et de Marwan Fellaini. Ça a été démenti du côté de Fellaini. Apparemment, ça a été finalement… ça s'est avéré. Donc, un prêt de 5 millions plus ou moins pour les 2 joueurs. C'est quand même une situation assez étonnante. Le rachat qui a été effectué rapidement, tout ça pour renflouer les caisses du Standard. Et on a envie de se poser une question, comment en est-on arrivé là du côté du club liégeois? On a surtout le sentiment d'une fuite en avant un peu permanente, hein. Je pense que si dans d'autres secteurs économiques, des entreprises se comportaient de la même manière, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué de s'en sortir aussi facilement parce que visiblement le problème, le Standard n'est pas le seul. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des situations financières des clubs, mais d'après ce que j'ai lu en préparant cette émission, beaucoup de clubs dépensent largement plus que ce qu'ils ont et donc sont d'année en année en dette. Et donc, ils sont toujours à la recherche et à la poursuite d'une solution. Mais le Standard retombera probablement dans les mêmes problèmes la saison prochaine. C'est ce que j'ai lu, en tout cas, dans certains articles. Et donc, c'est une fuite en avant. Et ça, c'est très, très inquiétant parce que ça veut dire qu'on est face à ce sont quand même des institutions économiques, qu'on le veuille ou pas, qui donnent du travail à toute une série de gens, mais qui sont en permanence sous perfusion. Et l'histoire des prêts de joueurs me semble quand même indiquer qu'on est face à des situations d'urgence, en fait. Ce sont des clubs qui vivent au-dessus de leurs moyens. On pensait que le Standard n'était peut-être pas dans cette situation-là, mais sur les 2 dernières saisons, je pense qu'ils ont eu une perte d'exploitation de 11 millions d'euros. Ils ont une masse salariale qui est très importante, de 34 millions d'euros. Voilà, donc c'est que le budget qui tient pas la route à la base. Ce qui est étonnant, c'est que le Standard a quand même un potentiel public extraordinaire. Son stade est plein à tous les matchs. Le Standard gagne quand même pas mal d'argent au niveau des droits télé. Le Standard a joué la Coupe d'Europe. Donc, on se dit, il y a quand même des rentrées financières. Ce n'est pas un club, en principe, qui a peu de ressources. C'est ça qui est étonnant aussi. Oui, mais je crois que tu as mis l'accent sur le problème, c'est les salaires. Je veux dire,
Donner 1 million d'euros pour un joueur qui joue un peu comme Messi, moi je suis d'accord, mais c'est donner. Je pense qu'il y a des salaires qui sont donnés à des joueurs. Je pense que le différentiel entre prestations, qualité, rendement et ce qui touche est ahurissant. Maintenant, voilà. Et puis le football est un monde spécial où il y a toujours des gens pour vous dire ouais, mais tracasse pas, on va vendre celui-là, on va vendre celui-là, et puis finalement il ne se vend pas, et puis on fait des erreurs dans les contrats. Vous voyez, c'est pas propre au standard, c'est un peu propre à tout le monde. Donc c'est un monde très spécial où on se dit que à n'importe quel moment, ouais, ça va, on vendra 2 joueurs, et parfois ces joueurs-là se blessent, ou on a fait un mauvais calcul, ou bien il y a des gens qui ont d'autres intérêts que l'intérêt du club. Donc voilà, c'est pas évident, c'est vraiment un monde spécial. Par contre, moi, ce que je trouve assez chouette, c'est que c'est des joueurs qui se sont révélés au standard, qui savent ce qu'ils doivent au standard, qui viennent aider le club. Je trouve ça plutôt joli, quoi. Même si Philippe avait raison, Philippe Daman, dans le sens où c'est un one-shot, quoi. On vend son stade, c'est un one-shot, c'est comme quand l'État vend ses bâtiments et puis qu'il les loue, quoi. On sait que c'est une très mauvaise affaire à long terme, mais à court terme, ça donne l'illusion que ça va mieux, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un peu de l'illusion, mais voilà, ils cherchent tous les moyens possibles pour s'en sortir. Et évidemment, personne n'a jamais cru que le Standard n'aurait pas sa licence, parce que comme vous le disiez, bon, évidemment, sans le Standard, en tout cas sans leurs supporters, parce que pour moi, ça reste constant, ce sont les supporters du Standard, le football belge n'est pas le même. Alors, si on analyse la situation, le Standard, comme beaucoup de clubs en Belgique, vit au-dessus de ses moyens, a une masse salariale trop élevée, est obligé de vendre chaque saison, comme tous les clubs belges, pour essayer d'équilibrer les comptes. Et encore, c'est difficile pour pas mal d'entre eux. Alors qu'on risque de rentrer dans une récession économique, vu la situation actuelle, avec peut-être du huis clos pendant encore des semaines, voire des mois. Ça veut dire que le Standard va devoir revoir ses ambitions à la baisse. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le Standard? Je pense qu'il faut s'inquiéter pour le Standard, il faut s'inquiéter pour pas mal de clubs qui sont quand même dans une situation financière précaire, qui l'étaient déjà avant la crise et qui le seront évidemment après la crise, hein, parce que l'impact des mesures qui vont être prises, notamment au niveau du huis clos, ça va être énorme. Cela dit, ce n'est pas uniquement chez nous, ce sera dans tous les pays. Et je pense que ceux qui vont s'en sortir seront ceux qui auront peut-être anticipé la crise. On ne pouvait pas évidemment la prévoir, mais qui ont peut-être mieux géré leur situation financière précédemment. Il y a aussi l'aspect financier ne concerne pas que le Standard. La décision prise par les Allemands de relancer le championnat s'inscrit dans un déconfinement général de l'économie allemande qui est totalement obligatoire, pas pour des raisons propres au sport encore une fois, mais pour des raisons exclusivement financières, notamment l'économie allemande qui est très dépendante de ses relations avec la Chine, qui repart aussi et qui veut surtout rester en tête des pays européens. Et les clubs allemands aussi ont des gestions financières qui sont exemplaires par rapport à beaucoup de clubs européens en football, mais ils ont besoin actuellement d'argent, ils ont besoin de fonctionner pour pouvoir toucher des droits télévisés, toucher des droits de sponsoring. Ça n'a rien à voir avec le sport, ce sont des décisions purement économiques. Et comme vous le disiez, Philippe, on rentre dans une récession. Bon, c'est sûr que le public qui ne sera pas dans les stades, probablement, on le dit, jusqu'à la fin de cette année 2020, c'est un pourcentage de rentrée en moins. Donc, tout le reste devient… Philippe, la Pro League espère que ce sera au mois de septembre. Hein. Ça n'a pas été confirmé, évidemment, par les experts. Voilà, personne ne peut le dire aujourd'hui. Mais c'est une possibilité qui est évoquée, néanmoins. Oui, mais l'Allemagne, je crois que c'est 300 millions de droits télé. Hein. Donc, exactement. Par saison. En même temps, on se dit… Bon, il ne faut pas prendre de risques, évidemment, avec la santé des gens, des joueurs, mais quand on voit les moyens qu'ils ont, le sérieux, je parlais tout à l'heure que tous les clubs ont reçu un document de 51 pages. Voilà, il faudra faire ça, sinon ça ne marchera pas et vous serez exclus de ce nouveau départ, quoi. Et je pense qu'en Allemagne, moi j'ai l'impression, outre le football, j'ai vraiment chaque fois eu l'impression que quand on parlait en Allemagne, que le gouvernement, que Merkel parlait à des adultes, et que dans d'autres pays, on parlait à des enfants. Voilà. Et donc là, il faut confiance. Pourquoi? Parce que n'oublions pas qu'en Allemagne, ce fameux quota de 50,1% dans les clubs, ça paraît un peu plus sérieux, un peu plus concret, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, on se dit que ça peut marcher. On se dit que ça peut marcher, même si, évidemment, je pense que c'est une évidence, mais on le répétera toute notre vie, le football sans spectateurs, c'est plus du football. Mais voilà, il y a 300 millions de droits télé à aller chercher. Et voilà, mais je pense que c'est un pays où il y a une vraie discipline. Et quand il y a une directive, tout le monde va dans le même sens, je pense. D'après ce qu'on voit.
Frédéric, c'est vrai que c'est l'image d'Épinal de l'Allemagne, mais attention, au Portugal aussi, on a prévu une reprise. Les droits télé sont beaucoup moins importants. La situation sanitaire est différente. Le Portugal a sans doute été moins touché. C'est le fait que c'est un pays aussi qui n'est pas au centre, au carrefour de l'Europe comme la Belgique, mais au Portugal, je pense que je m'en demande s'il n'y a pas une date, hein, début juin. Donc là, les clubs ont été en contact. Le principal, évidemment, les trois grands étaient en contact avec le gouvernement. Et là, on va reprendre aussi, alors que les enjeux économiques ne sont pas aussi importants qu'en Allemagne. Donc, on s'éloigne un petit peu du sud du standard. Mais il y a différents scénarios que l'on va voir dans les pays européens, dans les championnats, dans les prochaines semaines. Oui, mais la psychose est moindre, je pense, au Portugal, parce que je pense qu'ils ont beaucoup mieux géré cette crise par rapport aux morts, au nombre d'habitants. Donc, voilà, c'est une autre façon de voir. Non, par exemple, en Allemagne, vous savez qu'ils vont tester tout le monde, bien sûr, mais en Allemagne, ils vont tester les joueurs et leurs familles. Pourquoi? Parce qu'ils ont des tests, ils ne savent plus quoi en faire. Voilà, Ce n'est pas le cas en Belgique. Voilà, ils ont prévu 20 000 tests, rien que pour le football, la Bundesliga, hein, joueurs, familles, encadrement et tout ça. Et je pense que c'est la semaine dernière ou quoi, je pense qu'il y a eu 400 000 tests en Allemagne qui n'ont pas eu besoin d'être utilisés tellement ils en ont. C'est un truc qui dépasse complètement le cadre footballistique. C'est au niveau étatique. Voilà, ce pays apparemment a bien géré et a mis l'intérêt commun avant tout. Et donc voilà, nous on n'a pas ce pouvoir-là. On n'a même pas assez de masques. Vous imaginez, nous en Belgique, voilà, c'est aussi une puissance financière différente. On ne va pas cracher sur la Belgique. On est un petit pays, c'est pas la même chose bien sûr. Mais je pense que là, on se rend compte aussi du sérieux de la puissance allemande. Ils ont les moyens. Je pense qu'ils ont les moyens de repartir. C'est un lot, c'est très dommage, c'est plus vraiment du foot, mais je pense au niveau discipline, ils ont les moyens pour faire ça. Et ils ont un modèle économique qui fonctionne, ce qui n'est pas forcément le cas dans le monde du football en Belgique et dans d'autres pays d'ailleurs. Voilà, on verra aussi, pour revenir au standard, l'évolution notamment sportive au niveau du noyau. On parlait déjà de la vente de Van Heusden hier directement dans les médias pour assurer la pérennité financière du standard. Oui, mais ce serait une mauvaise affaire quand même parce que tous les joueurs ont perdu de leur valeur. On parle de 30%. Un chiffre qui est évoqué, je ne sais pas sur quelle base, mais on parle d'une perte globale du football, du sport dans les prochains mois de 30%. C'est très dommage pour eux parce qu'ils n'ont pas de bol. Sur ce coup-là, ils n'ont vraiment pas de bol parce qu'ils ne vont certainement pas le vendre. Ce qu'ils auraient pu le vendre s'il n'y avait pas eu ces deux choses, le problème d'argent et ces problèmes sanitaires qu'il y a dans le monde. Encore un mot à ajouter là-dessus. On passe au point suivant. Non, je suis d'accord avec Fred, mais c'est valable pour tous les clubs hein, dans cette période de récession au niveau des transferts. Voilà. Effectivement, ce sera un mercato, en tout cas une période de mercato qui sera spéciale et très intéressante à suivre. La cour d'arbitrage donc a statué sur le standard, reste le cas de Moucron. Là, apparemment, ça n'a pas duré quelques minutes, mais il y a eu 4 heures de discussion, de propositions aussi de la part de l'avocat de Moucron. Ostende est passé lundi. Alors, on sait que du côté d'Ostende, ça a l'air d'être officiel maintenant, même si je suppose que ça dépend aussi de la licence. Il y a un fonds d'investissement sino-américain qui a injecté de l'argent dans le club, donc qui reprend les rênes du club. On sait que c'était compliqué après le départ de Mark Cook. Alors, le premier constat, messieurs, c'est encore un acteur étranger dans le football belge, encore un fonds d'investissement. Et qui dit fonds d'investissement, évidemment, dit rentabilité. Ils viennent pour faire de l'argent, ils ne sont pas là pour sauver le football belge. Parce que j'ai bien lu, c'est le 19e en un peu plus de 10 ans, groupe d'investissement étranger qui rachète un club belge. C'est quand même hallucinant. Moi, je ne savais pas que c'était à ce point-là. Franchement, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais quand j'ai lu les articles qui concernaient des intervenants qui parlent du football belge, de la manière dont c'est racheté, les déclarations même des propriétaires qui disent on vient en Belgique parce que c'est facile, il n'y a pas de contrôle, on fait un peu ce qu'on veut, on gagne facilement de l'argent. J'hallucinais. C'est complètement invraisemblable la manière de fonctionner en fait. Je ne sais pas si je jette un pavé dans la main, mais j'étais sidéré par ce que j'ai lu et par le fait qu'il y a apparemment jamais de problème, ni de condamnation, ni de… Voilà, ça continue, ce petit train-train, et tout le monde le sait, visiblement. On en revient au début de ce qu'on disait, ce sont les mêmes qui font les lois, à qui ils doivent s'appliquer à eux-mêmes. Donc voilà, je pense que c'est une explication, mais pas la seule. Je répète encore, il n'y a pas que la Belgique, bien sûr, qui subit ça, mais c'est vrai que c'est complètement ahurissant. Et quand vous parlez avec les gens du métier, tout le monde, quand vous voyagez un peu à travers l'Europe, par exemple, tout le monde vous dit, mais tous ces gens-là disent que la Belgique, c'est le paradis pour venir faire du business et on peut tout faire. Comme vous le disiez, Philippe, on peut tout faire. Et voilà. Et je suis désolé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
il y en a beaucoup qui font tout, qui font tout ce qu'ils veulent. Bah, Mokro, c'est combien? C'est 120 joueurs en combien de saisons? 5. 5 saisons. C'est dingue, c'est complètement dingue. Comment est-ce qu'on peut arriver à… C'est plus du sport, quoi. On fait juste du trafic de joueurs, en fait. Alors, je rappelle qu'au moment où on enregistre cette émission, on n'a pas encore la décision de la CBS. Ce sera peut-être pour ce vendredi. Je crois que c'est jusqu'au 10 mai, donc jusqu'au dimanche. On attend évidemment la décision sur Moucron, celle sur Ostende avec ses nouveaux investisseurs. On parle aussi, attention, parce que le groupe qui vient, c'est Pacific Media de mémoire. C'est un groupe qui a déjà investi à Nice, qui a revendu avec une grosse plus-value, qui a toujours un club, Barnsley, je crois que c'est de mémoire en Championship, en League One. Je crois que c'est Championship. En Ligue 1, pardon, il y a aussi un club en Suisse. Donc voilà, ils viennent un petit peu se rajouter dans cette toile qu'est le football belge pour le moment. Avec normalement un directeur sportif français, ce qui a poussé la presse flamande évidemment à dire qu'il y aura une francisation du club d'Ostende. Oui, comme le club du Cercle. Oui. Sauf que là, c'est différent. C'est un fonds d'investissement, alors qu'au Cercle, on peut dire que c'est un autre club qui en fait une espèce de filiale. On a des clubs qui ont appartenu à des agents, des clubs qui appartiennent à d'autres clubs. Maintenant, on a les fonds d'investissement. Il faudrait qu'on se cotise, nous tous ensemble, pour peut-être en racheter un. Alors, je vous proposerais peut-être de déjà revendre nos chemises, nos t-shirts, parce qu'il y a certains joueurs qui l'ont fait. Dzeko l'a fait pour aider le club d'Ostende. Et je crois que Maruzic, un ancien d'Ostende passé dans la Serie A, ils ont mis leur maillot aux enchères pour aider le club, qui est maintenant racheté par un fonds d'investissement. Tout se mélange. Moi, je peux simplement vous dire que nous, les anciens du FC Liège, on a vendu nos maillots pour fournir un respirateur à un hôpital de Liège. Voilà. Je voulais quand même le signaler. C'est une moins grande échelle. Et il y a de la solidarité aussi dans les clubs belges. Cela dit, par rapport à ce qu'on disait avant, il y a quelque chose un peu paradoxal, puisqu'on disait les clubs belges, enfin beaucoup de clubs belges finissent en déficit sur leur saison, et en même temps, on a des investisseurs étrangers qui viennent pour faire de l'argent. Donc la vraie question que tout le monde devrait se poser, c'est où passe l'argent? Quand on voit qu'il y a des clubs qui ont 20% de budget qui est consacré à la rémunération d'agents, si j'ai bien lu, je ne me trompe pas sur le pourcentage, c'est quand même tout à fait hallucinant aussi. Donc si des déficits sont présents dans les clubs, c'est que l'argent part bien quelque part. La vraie question que personne ne pose visiblement, c'est où va cet argent? Si les gens viennent investir pour faire des plus-values et qu'après les clubs se retrouvent en déficit, il y a de l'évasion, non, quelque part. Inévitablement. On ne va pas être méchant, mais je pense que Serge connaît le chiffre. L'an dernier, c'est combien? 46 millions d'euros qui sont partis en commission d'agence, c'est ça, Serge? Entre 40 et 50 millions d'euros, mais c'est aussi le pourcentage. C'est combien? C'est 100 millions. Donc, vous avez la moitié des droits télé qui partent en commission d'agence. Donc, moi, je comprends que les clubs sont en difficulté. C'est hyper difficile de gérer un club, d'accord? Quand on voit ces chiffres, que la moitié des droits télé pratiquement partent en commission d'agent, et qu'on se dit qu'après les clubs se plaignent qu'ils ont des problèmes financiers, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'un peu… Non? Je ne sais pas. Oui, il y avait notamment le cas de Lokeren qui est en faillite et je pense qu'il y avait eu quand même 600 000 euros facturés dans les transferts aux agents. Mais pour revenir sur le cas d'Ostende, moi j'aimerais quand même avoir, je sais qu'on n'est pas supporter, il n'y a pas de supporters, de fans d'Ostende. Ici, oui, on peut l'aimer, mais on n'est pas des fans, on ne va pas tous les 15 jours, on ne va pas au stade. Je voudrais bien savoir ce qu'ils en pensent parce que voilà, un fonds d'investissement, il y aura un directeur sportif français. Je suppose qu'on va ratisser large en termes de joueurs. On parlait des joueurs de Ligue 2 français qui ont moins de temps de jeu là-bas pour les ramener ici. Bon, avec Mark Cook, même si on sait que Mark Cook a laissé aussi des mauvais souvenirs du côté d'Ostende, il y avait quand même une identité locale. Je voudrais bien savoir ce qu'en pensent les supporters d'Ostende. Est-ce qu'ils s'y retrouvent vraiment? Est-ce qu'ils sont contents de voir leur club rester en D1A avec un fonds d'investissement qui vient d'ailleurs? Ou bien est-ce que parfois, c'est pas mieux de recommencer aux 2 échelons plus bas avec un vrai projet sportif local? On peut se poser Il n'y a même plus de deuxième division, Serge. Il y a même la D2 amateur, excusez-moi. Je ne sais pas, je pense que les supporters, les vrais supporters, ils se disent, voilà, ils ont envie de vibrer le dimanche, ils ont envie de vibrer au plus haut niveau, je dirais. Donc, c'est que le club survive, même avec un investisseur étranger. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas vraiment supporter d'un club, donc je ne peux pas vraiment avoir un avis sur la question, mais la survie du club aux yeux des supporters, je pense que c'est peut-être essentiel. Mais à contrario, quand on a parlé de la fusion de Moucron avec Courtrai, il y avait quand même des supporters qui avaient dit non, nous, on veut une identité moucronoise, quitte à redescendre. Donc, voilà, les deux points de vue se défendent. Mais il est clair qu'en fait, je pense qu'en Belgique, les clubs sont des proies faciles, en fait. Ce sont des proies faciles, tout simplement, pour les investisseurs
étrangers parce que les clubs ne sont pas quand même toujours très très bien gérés, sont souvent en difficulté financière. Cela dit, ça se passe dans beaucoup d'autres championnats. Newcastle est en passe, je pense, d'être racheté par des Saoudiens aussi. Et là aussi, il y a des supporters qui sont pour, il y a des supporters qui sont contre. Voilà. Il faut que ce soit un propos, si c'est avec des étrangers, que ce soit du sérieux, en fait. Vous prenez l'exemple de Newcastle, mais là, il y a une puissance. Les supporters, il y a une telle puissance chez eux aussi de contestation qui peuvent parfois faire bouger les choses et faire réfléchir au niveau des décisions. Je veux dire, c'est un club, vous avez vu son stade, vous avez vu les supporters, c'est un club historique. Je veux dire, prenons l'exemple d'Ostende, c'est pas vraiment un club historique et je pense que s'ils descendent division, ça va mourir petit à petit. Pourquoi? Parce que les supporters, comme vous le disiez, ils veulent du spectacle et ils veulent aller voir Anderlecht, le Standard et Bruges. Ils ne veulent pas aller voir des équipes dont on ne sait même pas vous dire le nom. Donc voilà, je pense que pour eux, le fait de repartir, les vrais supporters, il y en a peut-être 200 qui vont dire non, non, moi je suis là depuis 1952, donc peu importe, je veux qu'on soit pur. Maintenant, ça n'arrivera plus. Et donc je pense que la majorité, ils veulent bien sûr jouer en division 1, c'est une évidence. Ok, messieurs, écoutez, on arrive déjà au terme de notre demi-heure d'émission. On aura l'occasion évidemment de parler la semaine prochaine de ces licences, et des décisions de la Cour belge d'arbitrage sportif. Je pense qu'on peut réfléchir à une formule. Je n'irai pas jusqu'à vous demander de vendre vos chemises aux enchères, mais on peut peut-être réfléchir à une manière de lever des fonds, un petit peu comme certains joueurs l'ont fait pour Ostende, mais nous, ce serait évidemment pour une bonne cause, une matière de réflexion. Et puis vous aussi, vous pouvez peut-être proposer quelque chose sur notre page Facebook, Vous Sport, la communauté. En tout cas, c'est un plaisir de rester en contact avec vous en attendant évidemment la reprise des championnats sportifs. Ce sera pour dans quelques semaines, dans quelques mois, on verra. Merci aux deux Philippe, merci à Frédéric, merci aussi à vous pour votre fidélité et à très bientôt. Bye bye.